aux éditions Cause perdue, doucement, avec un point d'exclamation. C'est pas anecdotique. C'est le premier roman de Mathieu. Merci beaucoup Mathieu d'être parmi nous ce soir. On parlera ensuite d'un essai de François Bégodeau qui a pour titre Du mépris. Je vous montre. Et de son roman qui est sorti au mois de janvier de mémoire chez Vertical qui s'appelle Désertion. Merci beaucoup François Bégodeau d'être parmi nous également. C'est un vrai plaisir de vous compter parmi nous ce soir. Merci de m'accueillir, de nous accueillir. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, François, pouvez-vous nous dire un petit mot sur cette maison d'édition, Cause perdue, qui a maintenant 1 an, qui a été créée par un collectif d'amis auquel vous appartenez. Quelle en est la ligne éditoriale ? Oui, alors effectivement, on est un collectif d'amis qui sommes maintenant un peu âgés, donc on se connaît depuis très longtemps et on a fait pas mal de trucs ensemble, y compris d'ailleurs des ouvrages collectifs. Et là, il y a 2-3 ans, est né parmi nous le fait de se lancer dans l'aventure éditoriale, puisque un de nos points communs, enfin ce qui a toujours fait ciment entre nous, c'est la littérature, je dirais l'art en général, mais la littérature en particulier. Et donc on s'est lancé un peu dans cette aventure qui est toujours un peu hasardeuse, qui est économiquement pas toujours facile. Au bout d'un an d'exercice, on se rend compte que voilà, c'est difficile de pérenniser la structure, enfin on va y arriver. Et la ligne éditoriale, bon ça c'est toujours un peu, le mot ligne fait toujours un peu peur, parce que ça fait penser au moment les plus staliniens de l'histoire du Parti communiste. Mais oui, on a quand même un petit axe comme ça pour non pas sélectionner les manuscrits, mais disons un espace qu'on a un peu défini, mais qui est très large, qui se situerait à la confluence de la littérature et de la politique. Bon, sachant que cette intersection, elle est quand même extrêmement vaste, parce que les deux termes déjà sont très vastes, donc leur intersection est vaste aussi, mais finalement, ce qui est le plus important, c'est qu'on tient beaucoup à publier essentiellement des récits, qu'ils soient fictionnels, autofictionnels ou documentaires. Pour l'instant, on a fait 8 livres et on trouverait ces 3 catégories représentées. On n'est pas très porté a priori sur la forme de l'essai. Enfin, même si tous on peut en lire, on peut lire des essais, mais voilà, la seule dérogation à cette ligne, c'est moi qui l'ai fait, puisque je suis le patron, donc je fais ce que je veux. Je suis co-patron. Ouais, donc oui, Du mépris appartient plutôt au registre de l'essai, même si je m'en défends toujours un peu, mais je peux pas me planquer derrière mon petit doigt, il s'agit d'un essai. Bon, j'espère qu'il a une épaisseur littéraire, mais enfin c'est un essai quand même, quoi, donc petite exception. Mais a priori, y compris pour les publications qu'on envisage par la suite, il y en a 3 qui sont un peu actées, qui arriveront l'année prochaine. On est sur notre ligne de récit, parce qu'on croit au récit. On croit que le récit peut aborder des sujets, des thématiques très larges par ses moyens propres, quoi, c'est-à-dire permettre peut-être de se tenir aussi à hauteur des personnages, des subjectivités, des psychés, des individus. Bon, le livre de Mathieu, pour ça, nous a totalement comblés de ce point de vue-là, parce qu'il aborde un certain nombre de thématiques. Je pense que Mathieu va un petit peu préciser lesquelles, même si le mot thématique n'est peut-être pas le plus adéquat, mais il le fait par le prisme d'un récit, d'une expérience, d'une subjectivité. Et là, bon, c'est un livre qu'on a tout de suite tous aimé. Alors on va parler du coup de ce premier roman, Mathieu. Peut-être quelques petites précisions en amont. Bon, d'abord, vous habitez Bois-Colombes, mais ça, c'est une immense qualité. Je vais commencer par saluer. Et ensuite, vous travaillez dans la protection de l'enfance. Donc, ce livre, alors, on va suivre Thomas, qui est un jeune homme qui va entreprendre un voyage en Afrique, au Bénin, un voyage humanitaire. Et là-bas, il va être confronté à la violence qui s'exerce dans une famille. Et ça va lui redemander de se questionner sur son propre rapport à la violence. Et parallèlement à ça, il y a des souvenirs d'enfance qui vont refaire surface. Alors, je crois savoir que cet ouvrage est inspiré beaucoup de ton vécu, parce que toi-même, tu as fait un voyage au Bénin, lorsque tu étais plus jeune, et que tu as pris pas mal de notes à l'époque. À quel moment tu as su que ce livre, au-delà de ce récit de voyage, on peut dire, en quelque sorte, même si il est autofictionnel, serait aussi un livre sur la violence, qui aborderait la question de la violence? Est-ce que c'était une évidence dès le départ ou
Alors non, c'était pas une évidence dès le départ, mais en tout cas pour répondre à une des sous-questions, on va dire que oui, c'est un livre sur. Alors, j'affinerai un petit peu. Je dirais que c'est un livre sur la manière dont le narrateur va gérer la violence qu'il porte en lui pour l'avoir un petit peu vécu, expérimenté en tant qu'enfant. Et la manière dont il va contrôler, instaurer des stratégies, des mécanismes de défense, de protection contre cette violence. Et je ne sais plus avec qui je parlais du livre l'autre jour. Si, c'était avec toi. Et on disait qu'on est arrivé à la conclusion que finalement la violence c'était presque le personnage principal du roman en fait. C'est-à-dire qu'on suit un petit peu ses mouvements, ses retraits, ses résurgences. Et pourquoi tu as choisi l'autofiction et d'appeler du coup de prendre le personnage de Thomas? Qu'est-ce que ça te permet que, je sais pas moi, le côté autobiographique ne te permettrait pas de faire, ou le roman complet ne pourrait pas te permettre de faire? De taper sur mes parents pour commencer. Non, plus sérieusement, la fictionnalisation, elle est venue sur la fin et elle est très légère, c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup plus un livre autobiographique que fictionnel. Et en fait, la fictionnalisation, elle est venue sur la fin, oui, plus sérieusement, pour préserver un petit peu mon entourage et continuer à recevoir des cadeaux à Noël, par exemple. Et donc j'ai modifié pas grand-chose, j'ai modifié les noms, les lieux, les professions, et puis j'ai écrit avec mon nom d'auteur, donc quiconque serait un petit peu curieux pourrait remonter les pistes, mais voilà, c'est un espèce de compromis que j'ai trouvé avec moi-même. Il y a une chose qui frappe très vite dans cet ouvrage, c'est donc il y a le récit de voyage lui-même, et il y a des fragments qui surgissent comme ça, qui vont s'imposer qui vont entrecouper le récit, et c'est deux écritures très différentes. Quand ça concerne l'enfance du personnage, il n'y a presque pas de ponctuation. Pourquoi ce choix? Ouais. Je suis en train de me dire que tu me sembles être un très bon lecteur, mais j'en avais aucun doute, dans le sens où tu as vraiment identifié des choses vraiment qui me tenaient à cœur. Effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de l'histoire On va en parler. Mais tu peux en dire un petit peu si tu veux. Je fais un petit résumé, ouais, donc ça soit peut-être un peu plus concret. Donc l'histoire, en fait, c'est Thomas, un étudiant en formation de moniteur-éducateur, c'est-à-dire dans le champ de l'éducation spécialisée, qui part effectuer un séjour humanitaire au Bénin, c'est son stage de fin d'études. Et à l'occasion de ce séjour, il redécouvre en lui des affects un petit peu violents qu'il avait jusque-là gardés sous contrôle. Et finalement, l'enjeu du récit, c'est à l'aune de ce nouvel environnement, ces nouveaux repères sociaux, culturels qui vont venir faire vaciller lui, on va dire, les barrières qu'il avait construites autour de sa violence. Est-ce qu'il va être en mesure de recanaliser cette violence qui s'échappe subrepticement? Je voulais finir ma phrase par subrepticement. Je trouve que c'est plus. Donc du coup, ça, c'était le résumé. On a un résumé très clair avec les enjeux du livre. Avec les enjeux du livre. Et la question, c'était... cette différence de style sur la partie narrative principale et ces fragments qui surgissent comme ça d'une partie de l'enfance du narrateur. Oui, alors je commence par... je vais le faire rapidement, à chaque fois je cite Dimitri Rochbori et le livre Le démon de la colline aux loups, dont je me suis beaucoup inspiré pour ces passages-là. En fait, il y a des passages au présent du Bénin et dans le passé de l'enfance du narrateur. Et en fait, le parti que j'ai pris, c'est de retirer la quasi-totalité de la ponctuation dans les passages, dans les flashbacks de l'enfance, pour
créer quelque chose d'un peu, à la fois pour montrer que c'est un peu la violence qui est à l'œuvre, donc qui vient semer le désordre dans l'esprit du narrateur, et aussi pour retranscrire un peu la parole enfantine, un peu moins construite, structurée, contrôlée que la parole de l'adulte qui prend ses notes et qui choisit ses mots et qui place la virgule là plutôt qu'un point-virgule, etc. Et j'ai trouvé ce Thomas-là, je l'ai trouvé un peu paumé là-bas en fait. Et je me suis demandé quelles étaient ses motivations, qu'est-ce qu'il espérait trouver en partant pour ce voyage humanitaire. Parce que vraiment, je l'ai trouvé un peu perdu. Alors c'est quoi? C'est la différence de culture, Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça un peu spectateur complètement... Il est à l'image de son auteur, d'une part, et d'autre part, il est... La question, oui, Mathieu Frou, qu'est-ce qu'il était allé... je parle de moi à la troisième personne, c'est parti. Qu'est-ce qu'il était allé chercher au Bénin? Il était allé chercher du dépaysement et une remise en question des repères culturels, sociaux, quelque chose que j'avais déjà amorcé un petit peu depuis toujours. Je pense que j'ai un regard assez critique sur tout ce qui peut être codes sociaux, même si j'ai forcément des angles morts moi aussi. Mais du coup, pour moi, de partir sur un autre continent, dans un autre pays, c'était pousser cette démarche de remise en cause par comparaison entre des codes sociaux, des valeurs sociales. C'était un peu pour m'ouvrir l'esprit, pour le dire simplement. À mon avis, une des grandes qualités du roman, c'est de ne pas vouloir tout élucider. Il y a beaucoup de choses que tu mets du temps à dévoiler, le nom du pays, je crois le prénom aussi du personnage principal, et surtout le rapport à la violence de ce personnage-là, il n'est jamais complètement élucidé. On a des pistes, on a de quoi réfléchir, on a vraiment... mais jusqu'à la fin, moi, je trouve que c'est pas complètement élucidé. Alors, est-ce que c'est un parti pris d'écriture? Complètement, c'est un parti pris d'écriture. Il y a plusieurs éléments de réponse. Il y en a un qui est que je préfère écrire dans une démarche de mise en lien plutôt que d'une démarche comment dire ça, de mise en causalité. C'est-à-dire que j'aime bien disposer des éléments et laisser le lecteur tracer des liens entre les éléments plutôt que de lui dire il s'est passé ceci dans l'enfance du personnage, donc ça explique ce qui se passe là. Je préfère laisser un petit peu quelque chose qui place le lecteur plus en position d'acteur, qui l'oblige à réfléchir. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion en relisant mon texte, je me fais des ego trips comme ça, qu'il y a très peu de donc et de car, et de parce que. Et il y a beaucoup plus de et ou de ponctuation, parce que je préfère juxtaposer les choses plutôt que de les lier avec un lien causal trop direct. Je suis peut-être parti un peu loin. Sinon, c'est très clair. Et je voulais juste compléter, parce que j'ai écouté quelques entretiens que tu as pu faire pour préparer cette soirée. Et tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant à ce sujet-là, pour compléter. Tu as dit que ta démarche d'écrivain, elle consistait à tenter d'effacer autant que possible, précisément la présence de l'écrivain dans le texte. Ouais. Ça complète un peu cette recherche, justement, stylistique et esthétique. Oui, alors ça complète le premier point que j'ai évoqué. Et le deuxième point, c'est aussi à des fins narratives, alors pour employer un concept que je trouve extrêmement pédant, le concept de suspension temporaire de la crédulité. Je pense que ça doit te parler. Non, c'est pas pour pédant que je me tourne vers toi, c'est pour le professeur de français qui doit connaître le concept. Ouais, mais je connaissais pas, c'est suspension temporaire de la crédulité. D'accord, je connaissais pas ce concept. Tu connaissais pas? Non. STC? STC? Ouais, le STC, c'est un syndrome. C'est un syndrome. Nous, chez les pédants, on dit STC.
C'est pour ça que je comprenais pas. Non, mais je connais pas ce concept. Non, vraiment pas. En fait, j'ai fait une année de lettres par correspondance, et à un moment donné, dans un cours, il y avait ce concept la théorie derrière, c'est le mécanisme qui permet de se plonger dans une œuvre, que ce soit un livre ou un film. Et en fait, vous me suivez toujours. Ouais, N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est suspension temporaire de l'incrédulité, alors c'est ça? Ouais. Oui, c'est Oui. ça. C'est qu'on choisit de croire, quoi. C'est ça. Il y a une espèce de pacte de fiction qui Dit fait de qu'on manière va, non pédante, c'est on choisit de ouais. croire. Bah, tu demandes, hein, je traduis. Il y a un terme anglais, je crois, qui existe pour ça. Mais Oui, on accepte le postulat de Armande, oui. Armande. En fait. je sais que tu le sais. Suspension of disbelief. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. C'est ma cousine. Et je trouve que plus... bon, c'est mon opinion à moi, mais plus je m'efface de l'œuvre et plus je permets au lecteur de rester immergé dans le texte. Ça répond pas du tout à la question initiale qui était pourquoi je... On crée une petite ambiance pour un peu loin. Ouais, c'est la transition. Travailler l'inconscient. Oui, c'est ça. Ma prochaine question a été volée à François Bégodeau, qui Oui. très justement, lors de la présentation que vous avez faite ensemble de ta publication, a fait remarquer que ce Thomas, il n'est jamais seul, il est toujours en relation avec d'autres. Oui. Ouais, je pensais que du coup, François allait me refaire la passe, il y avait quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que j'aime assez peu commenter dans l'écriture. Je préfère proposer des sensations, des scénettes, il y a beaucoup de scénettes, des situations, des interactions sociales, et permettre au lecteur de supposer ce que va penser le narrateur ou les autres personnages. Et pour moi, si je commente et que je suis obligé de dire là, il a réagi comme ça parce que il s'est vexé parce que ceci, c'est que j'ai raté quelque chose. Moi, par rapport à mes objectifs d'écriture. Il y a un autre aspect que je trouve fort, c'est qu'on est quand même habitué, j'en ai pris vraiment conscience en lisant ce livre, à lire beaucoup d'ouvrages et de romans formatés, surtout sur des questions comme ça, où on a vraiment besoin tout au long d'être rassuré, quoi, hein. C'est un livre, je trouve, qui nous oblige à nous interroger nous-mêmes sur notre propre rapport à la violence, et cette ligne de partage, on a tendance à dire, voilà, moi je suis toujours du bon côté, je suis tranquille, j'ai ma conscience. En tant que lecteur, on a envie d'être rassuré un peu par rapport à ça. Et là, on se dit, finalement, qu'est-ce qu'il en est aussi parce que c'est cette ligne de partage qui est en chacun de nous, en fait, que tu interroges, d'une certaine manière. Oui, et même au-delà, c'est... Ce rapport à la violence, voilà, ce bien et mal, cette ligne de fracture. Exactement. C'est un petit peu cette ligne de fracture, un peu cette mythologie du bien, du mal. Voilà, c'est vrai que je suis pas trop là-dedans. Je préfère être un peu, on va dire, je préfère observer, noter les affects qu'il peut y avoir en moi, ceux qui vont être plutôt classés socialement dans la catégorie désirable, ceux qui vont l'être moins, et puis sans tirer de conclusion définitive sur ma personne et sur la personne que j'ai en face de moi. En fait, ça marche dans les différents sens. Parce que ce Thomas, pour essayer d'être peut-être un peu plus clair, oui. Ce Thomas, en fait, là-bas, il y a un souffre-douleur. Il y a cette Ignace là qui a tendance un peu à prendre des gifles qui partent. Et Thomas qui part vraiment, alors lui, il a un discours anti-violence, la gifle dans l'éducation, il ne supporte pas. Et d'un coup, il est confronté à ça. Et il y a des fragments comme ça de son enfance qui vont ressurgir, qui en partie vont... nous expliquer un petit peu pourquoi il est rétif à la violence, mais petit à petit il commence aussi à y céder, quoi, à cheminer dans ce sens-là. Et ça j'ai trouvé très fort de l'amener comme ça, parce qu'on veut tout le temps rassurer et jamais tu nous rassures. Même si évidemment on comprend au fond ce qui se joue, ça c'est réussi, j'ai trouvé très fort ça. Mais j'en suis ravi, oui, effectivement il y a cette non-volonté
de rassurer, de signifier au lecteur c'est bon, il y a un dénouement plutôt heureux, plutôt favorable, et ça finit bien ou ça finit mal. Mais il y a cette... Ça laisse l'interprétation en tout cas, on est d'accord. Ça laisse à interprétation et pour moi ça oblige à déplacer un petit peu la lecture vers d'autres enjeux qui vont être plutôt, moi mon enjeu on va dire, il est plutôt sur la transparence en fait vis-à-vis de moi-même, de me regarder tel que je suis, d'essayer d'être assez peu dans le déni, même si comme je disais tout à l'heure, j'ai forcément des angles morts et des choses que je ne m'autorise pas à regarder, mais c'est un peu une démarche professionnelle avec mon travail en protection de l'enfance où finalement on est obligé de ne pas juger parce que, enfin on essaie de juger le moins possible parce que sinon ça entrave le travail. On reçoit voilà, des parents qui ont frappé leurs enfants par exemple, donc ça oblige à accepter un petit peu les personnes telles qu'elles sont et du coup aussi moi-même tel que je suis. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, des remarques? C'est toujours le moment où on aime bien donner la parole au... Oui. Alors, madame, allez-y, madame, tu peux répondre. C'est très simple. Pourquoi le Bénin? Pourquoi le Bénin dans la vie ou pourquoi le Bénin dans le Pourquoi le choix du Bénin? Elle te demande pourquoi ce pays existe en fait. C'est vrai que c'est bizarre. Je le connais, le Bénin. Ah, donc, vous connaissez le Bénin? Oui, donc pourquoi avez-vous choisi de situer votre roman au Bénin? Disons que le séjour lui-même qui existe dans la vraie vie que j'ai effectué, il s'est réellement passé au Bénin. Donc ça vient de là. Et pourquoi pourquoi l'auteur est arrivé au Bénin, un peu par le hasard. Je voulais faire mon dernier stage, je voulais le faire sur un autre continent, comme je disais tout à l'heure, pour ouvrir mes chakras. Il se trouve que par le hasard, on m'a mis en contact avec une personne qui travaillait dans une association et qui travaille toujours d'ailleurs, je crois que ça s'appelle les Hirondelles de l'avenir. Et elle avait des contacts comme ça au Bénin, d'associations locales. C'est ça que je trouvais intéressant aussi. C'était pas une ONG avec un siège à Londres ou à Paris. C'était des associations locales. Et puis ça a facilité les choses et c'est ce qui m'a amené au Bénin, qui était un pays que je connaissais extrêmement peu avant d'y partir. Bonjour, alors je me suis procuré le bouquin, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, j'espère ne pas être hors sujet, mais de ce que je perçois en t'écoutant, sur cette notion de violence et peut-être d'héritage de la violence. Alors, je perçois, enfin en tous les cas tu dis que c'était assez une bonne partie autobiographique, donc je me dis, est-ce que ce bouquin-là, il l'a fait lire à ses parents? Est-ce que il s'est un peu retenu par rapport à une appréhension, parce que c'est jamais agréable dans tous les cas de proposer ça à ses parents si en plus on peut passer un message et si on tient manifestement à avoir encore des cadeaux à Noël. Donc, voilà, en fait l'idée c'était ça, c'était est-ce qu'il y a eu un peu de la retenue et puis surtout est-ce que ça a été lu et comment ça a été reçu, si ça a été reçu. Question essentielle. Alors, entre ce que j'avais vraiment envie d'écrire et ce que j'ai écrit, il y a probablement quand même eu du filtrage. Il y a eu à la fois une démarche... Comment ? Une retenue. Il y a eu une retenue, ouais. Il y a eu une retenue, il y avait à la fois un élan de transparence, comme je disais tout à l'heure, et puis quand même certains freins. Après, sur la réception du texte par mes parents, ce qu'il y a, et je pense que si on se recroise, tu pourras me dire comment tu as lu le livre. J'habite là, donc on va se recroiser. On va se recroiser. Un autre temps de commun. Il y a dans mon intention d'écriture, il n'y a pas l'intention de faire mal, il n'y a pas l'intention de régler des comptes. Les comptes ont été réglés depuis longtemps et on se voit toujours à Noël et on s'offre toujours
des cadeaux. Je suis un peu ingrat, donc je reçois plus que je me donne. Bon, bah, je pense qu'on est nombreux dans ce cas. Et puis, voilà, je leur ai fait lire le livre avant qu'il ne sorte. Je trouvais que préparer les choses, ça permettait que ça soit mieux reçu. Et puis, j'ai accompagné d'un mail aussi, où voilà, je leur expliquais ma démarche, et en tout cas, je leur expliquais quelle n'était pas ma démarche pour arriver à concilier mon intention d'écriture et puis l'équilibre familial. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou questions? François, peut-être pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de publier ce texte? Qu'est-ce qui vous a, intéressé Moi et puis tous mes camarades, parce que je crois que c'est vraiment un des textes sur lesquels il n'y a pas eu discussion. Il y a eu décision immédiate de l'accompagner, de le publier autant qu'il nous était possible de le faire. Je crois que, alors je vais parler en mon nom, mais à mon avis les autres diraient à peu près la même chose. Il y a deux choses. D'abord, il y a un style que Mathieu a quand même décrit. Je m'associe totalement à son refus du commentaire. Il me semble même pour nous, pour moi, l'espace littéraire à proprement parler, c'est celui précisément qui soustrait le commentaire. Même si on trouverait probablement et assurément des très très grands livres de littérature qui commentent beaucoup, mais qui peut-être érigent le commentaire en œuvre d'art. Il y a des grands commentateurs, mais c'est vrai qu'on a un goût pour ça, pour cette espèce de sécheresse qui laisse parler un peu les choses, qui laisse les choses se découvrir par elles-mêmes et qui laisse beaucoup de place au lecteur, à la lectrice. Je pense que ce que tu décrivais tout à l'heure, Mathieu, c'est en fait tu fais du montage un peu. Du montage au sens où tu disposerais comme en cinéma, des fois on dispose deux images l'une à côté de l'autre, et ma foi, le lien entre les deux est laissé à la discrétion du spectateur. Un peu, là, tu disposes des fragments et le récit, et c'est pratiquement au lecteur de le tisser, quoi. Et ça, c'est vraiment une disposition que j'aime bien. Quand tu disais qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de donc et de car, toutes ces transitions-là, de toute façon, il y en aurait eu, on t'aurait demandé de les virer. Enfin, en tout cas, je t'aurais demandé de les virer dans la phase de petite correction qu'on a fait ensemble pour le travail, puis après, tu as travaillé avec un autre. Parce que oui, je pense que c'est aussi comme ça qu'on construit un texte littéraire, c'est en retranchant ces petits mots qui sont bien utiles et qui peuvent parfois avoir une certaine beauté. Bon, ça c'est la première chose, donc qui est presque stylistique, je dirais. Il y a une adhésion immédiate au style, vraiment, on se sentait tous très bien dans ce texte. Et puis, il y a ce que ça brasse, quoi, et ce que ça brasse de la façon qui nous semble la plus opportune quand on parle de littérature, à savoir... Si vous n'avez à dire que de la violence qu'une seule chose, à savoir qu'il y a des violents sur Terre, et c'est vraiment bien dommage parce qu'ils sont méchants et qu'il faudrait que ces méchants disparaissent, vous êtes sans doute du très très bon côté de l'humanité, vous êtes sans doute quelqu'un de très respectable et sur qui on peut compter, mais c'est pas avec ça que vous allez construire un livre. Il y aura de livres qu'à partir du moment où vous retournez un peu le couteau contre vous-même, et que plutôt que de bien séparer entre les violents et les non-violents, vous montrez qu'il y a une grande porosité, une grande circulation de la violence, et c'est toujours... Je pense que la littérature peut être cet espace-là aussi, où on peut aller dans les zones d'ombre, dans les zones obscures, et la zone obscure en l'occurrence, c'est que nous sommes tous porteurs de violence, quoi. Et c'est quand même très bien, et c'est d'autant plus spectaculaire, en tout cas intense dans le livre de Mathieu, que Thomas est quelqu'un de très ordinaire, c'est quelqu'un comme vous et moi. Il est en plus là pour des très bonnes intentions, c'est une mission humanitaire, enfin voilà, c'est vraiment un chic type, quoi. Et en plus, qui a des préventions contre la violence, la maltraitance des enfants, plus spécifiquement, pour les raisons sans plaît à son enfance. Or, lui-même va se retrouver embarqué dans des pulsions. Et c'est d'ailleurs, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que c'est de la violence et pas de la grande violence superlative. Au bout du compte, je ne suis pas un grand dingue de la maltraitance qu'on impose aux enfants et des gifs qu'on leur administre, mais ça reste relativement, de petite échelle comme violence, quoi. C'est de la violence ordinaire, telle qu'on peut tous l'avoir un jour ou l'autre perpétrée dans notre vie, quoi. Avec un enfant qui nous a un peu irrités, alors il ne s'agit pas forcément de le frapper, mais peut-être de l'engueuler vertement, de lui balancer des mots qui sont quand même un peu brutaux et qu'un enfant ne demande pas à recevoir. Voilà, c'est tout ça qui fait que je pense que le livre est d'autant plus émouvant parce qu'on se sent concerné, on se sent complètement impliqué dans ce qui arrive à ce narrateur. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Ouais, je voulais rebondir parce que je me rappelle quand j'ai proposé à François de lui envoyer mon manuscrit, avant ça,
je lui avais parlé un petit peu de la thématique, et je lui avais expliqué que en fait, j'avais assez peu essayé moi, j'avais même envoyé mon manuscrit à personne, parce que justement, j'étais pas très fier voilà, de ce que ça pouvait dire de son auteur, et j'étais pas certain que ça puisse être reçu de manière favorable par des lecteurs, et je me souviens que tu m'as dit justement c'est là où la littérature peut aller en fait. S'il y a un domaine où on peut exposer des choses un peu comme ça troubles, c'est la littérature. Ça a débloqué un peu les choses aussi. Disons en résumé que quand Mathieu, lui, me disait « mais tu sais, mon livre, je sais pas, j'ose pas trop le faire lire parce que je m'y monte sous un jour relativement peu reluisant », tout de suite, c'est évidemment ce qui m'a attiré. Bien sûr, évidemment, perversité de base. C'est vrai que c'est un point commun entre vous. N'hésitez pas à vous exposer, vous ne cherchez pas à être consensuel. Ça dit quand même quelque chose de votre rapport à la littérature. En tout cas, c'est un point commun, clairement. Ça ressort à la lecture des deux ouvrages de ce soir notamment. La première vraie discussion qu'on a eue avec Mathieu, de façon un peu incidente, dans des circonstances sur lesquelles ça peut se mentira pas, mais elle était presque de cet ordre. Je me souviens qu'on s'était dit ça. On avait parlé de littérature, et c'était à peu près de ça qu'on avait parlé, de dire qu'on aimait bien que la littérature, si la littérature ne fait pas ça, qui le fera à sa place, quoi. Je veux dire, puisque dans les échanges sociaux, nous sommes tous très raisonnables, et à juste titre d'ailleurs, parce que sinon ça deviendrait compliqué de communiquer et d'interagir avec autrui. Mais c'est très important qu'on ait ces espaces-là où on puisse véritablement appréhender des choses plus troubles, peut-être pas forcément à notre gloire non plus, qui engagent la complexité des choses. Parce que voilà, c'est vraiment, je ne sais pas si c'était pas la mission de l'art, mais en tout cas c'est ce que l'art peut faire le mieux, je trouve. Alors, on va passer du coup à votre cas, François Bégodeau. Je dois dire, quand on C'est a... vraiment le mot, quoi. Votre cas, parce que quand on a annoncé votre venue à la Lumoni, j'ai entendu, c'était lors de notre dernière rencontre, ça va être rock'n'roll